spécialisant de l'intelligence artificielle, mes chers collègues enseignants et chercheurs, mes chers étudiants et étudiantes, bienvenue et bonjour. Donc nous avons l'immense plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui un ex-étudiant de l'Université de Guelma, le professeur Toumani Farok. Donc Toumani Farok faisait partie de la première promotion de l'Université de Guelma et il est là aujourd'hui pour nous présenter une conférence intitulée Ontologie Date Query Answering and Beyond. Je présente rapidement un petit parcours de Farok. Donc il a entamé sa carrière universitaire à Guelma, puis il a terminé son ingénierie en système d'information à l'Université Belgique de là-bas. Après, il a poursuivi son parcours à l'INSA de Lyon, où il a préparé sa thèse de doctorat. Et ensuite, il a rejoint le département de mathématiques et informatique à l'Université Blaise Pascal en France. Donc, dans cette thématique de recherche, Farok travaille à la croisée de trois domaines de recherche, donc c'est l'informatique fondamentale, et la représentation de connaissances et les sciences de données, ainsi que leur application. Plus concrètement, il travaille sur les bases de données, sur l'intégration des données hétérogènes et distribuées, ainsi que sur l'intégration des applications via les services web, et plus particulièrement sur la représentation des connaissances en utilisant les ontologies. Alors, sur le plan administratif, il a dirigé le LIMOS, c'est le laboratoire d'informatique, modélisation, optimisation et système, de 2009, je crois, jusqu'à 2020. Et actuellement, il est directeur de l'Institut supérieur d'informatique, de modélisation et leur application. Farok est originaire de la ville de Guelma, donc nous l'accueillons non seulement en tant que chercheur de renom, mais aussi en tant que fils authentique de cette ville. Il a toujours répondu positivement. Donc il a toujours répondu à toutes les sollicitations qui lui ont été proposées, que ce soit en termes d'encadrement d'étudiants ou bien pour l'animation de la vie scientifique au niveau de l'université. Donc bienvenue Farok et à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Ali pour cette introduction. Vous m'entendez bien? Merci aux responsables du département pour cette invitation. Comme l'a dit Ali, je suis vraiment ravi de revenir ici. Je me rappelle, on est rentré à Guelma à l'époque, l'université était encore un chantier. On était 220, je crois. Il y avait 2 amphis et puis des bâtiments à peine terminés, enfin 1 ou 2 bâtiments à peine terminés. Là, quand je vois aujourd'hui ce qu'elle est devenue l'université, avec, je ne sais pas, entre 15 à 20 000 étudiants, plusieurs campus, plusieurs facultés, c'est vraiment impressionnant, tout le chemin qui a été parcouru. Et pour ma part, je suis vraiment ravi d'être là et de partager avec vous quelques réflexions autour de ce qu'on appelle l'ontologie based query answering, c'est-à-dire comment faire, comment utiliser de la connaissance dans différentes applications informatiques, et je vais me concentrer plus particulièrement sur les questions d'accès aux données. Donc, juste pour fixer un peu le vocabulaire, parce qu'on va parler de connaissances, mais pour définir un peu les choses, si je vous dis 40,4, ça ne va pas vous dire grand-chose, c'est 40,4, d'accord? Par contre, si je vous dis que c'est 40,4 degrés Celsius, bon, ça c'est un fait, c'est une température, on va tous se mettre d'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle une donnée, d'accord? Ben, si je vous dis le 40,4, en fait, c'est la température maximale à Clermont-Ferrand relevée au niveau de l'aéroport Rodna, ça devient une information, d'accord? On avait des données, c'est un fait, d'accord? Là, ça devient une information. Maintenant, si on regarde plutôt un ensemble de données, là, je relève les températures maximales, moyennes par année sur les 10 dernières années à Clermont, on peut observer qu'il y a une augmentation de la température moyenne, et donc on peut déduire qu'il y a un changement climatique, en fait, il y a un réchauffement climatique. Et là, ça devient de la connaissance, d'accord? Donc on a 3 niveaux d'information au niveau de la hiérarchie. Donc quand on prend les données telles que des faits au niveau de données, on a le niveau information et on a le niveau connaissance. Je vais parler beaucoup du niveau connaissance, d'accord? Et on verra tout à l'heure que ça correspond en fait à 2 branches importantes de l'intelligence artificielle, d'accord? Une branche qui est très populaire aujourd'hui et qui exploite essentiellement les données, tout ce qui tourne autour du machine learning, et qui est basé sur les données. Et puis une autre branche qu'on appelle de l'intelligence artificielle symbolique, où on fait du raisonnement, et qui va essayer d'utiliser le plus possible de la connaissance. D'accord?
Et puis, une tendance forte en recherche qui émerge aujourd'hui, c'est comment faire des systèmes intelligents qui vont combiner les deux, à la fois les données et de la connaissance. D'accord? C'est toutes les approches neurosymboliques. Je vais en parler un petit peu à la fin de cet exposé. D'accord? Donc, je vais me concentrer dans un premier temps sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que c'est que la connaissance et qu'est-ce qu'on peut faire avec la connaissance. Ok. Je vais commencer par une application. D'accord? Vous connaissez tous qu'est-ce que c'est qu'une base de données. D'accord? Donc, une base de données, je stocke des données. Dans une base de données, dans les systèmes de gestion de base de données, on n'a pas vraiment d'interprétation, on n'a pas de sémantique. En fait, les systèmes qu'on construit, comme Oracle, comme Postgres, comme MongoDB, etc., ces systèmes-là, ce sont juste des systèmes qui sont spécialisés pour stocker des chaînes de caractères qu'ils ne comprennent pas. Ils vont les stocker quelque part sur le disque de manière efficace, et ils sont capables d'aller les chercher, les récupérer rapidement. Mais ils n'ont pas de question, ils n'ont pas de notion de connaissance, de signification, de sémantique. D'accord? Je vais essayer d'illustrer mes propos sur un exemple. Donc là, j'ai une base de données avec des personnes, des femmes, et la relation a une mère, has mother. D'accord? Et ensuite, j'ai des requêtes. D'accord? Par exemple, la requête Q2 et X, ici, je cherche tous les individus qui ont une mère. La requête Q2, je cherche tous les petits-enfants, en fait, les X, tel qu'il existe un Y2, qui est une grand-mère de X, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous remarquerez que si je prends la requête 1, si vous exécutez cette requête sur une base de données, la réponse que vous allez récupérer, c'est la première colonne de Hasmaner. Je vais récupérer comme réponse Andrea et Marie. D'accord? Maintenant, je me pose la question, si j'avais de la connaissance, parce qu'en réalité, on connaît un peu plus de choses que ce qui est stocké réellement dans la base de données, si j'avais un peu plus de connaissances qui sont représentées ici, je sais par exemple que avoir une mère, si un individu X a une mère, cet individu est une personne. D'accord? C'est ce que me dit le premier axiome. Le deuxième axiome me dit que si on est la mère de quelqu'un, c'est qu'on est une personne. D'accord? Si on est la mère de quelqu'un, c'est qu'on est une femme. Et une personne, elle a forcément une mère. D'accord? Donc, j'ai ma base de données, j'ai un ensemble de connaissances en plus, et je me pose la question, est-ce que je peux exploiter cette connaissance-là pour calculer un peu plus de réponses que ce que me renvoie un système de gestion de base de données? Si je reviens à mon exemple qui est là, on peut remarquer que vous avez ici dans la première colonne ce que va vous renvoyer un système de gestion de base de données. D'accord? Si vous vous contentez de vos données, et vous avez dans la colonne deuxième colonne, ce que je vais pouvoir calculer en m'appuyant sur la connaissance. Par exemple, je vais pouvoir déduire aussi que Ada est une réponse à la question à la question Q2. Pourquoi? Parce que là, je cherche toutes les personnes qui ont une mère. Ma base de connaissances, elle me dit que Ada est une personne. Et si Ada est une personne, donc forcément, elle a une mère. Et donc, je vais chercher aussi une information qui est dans personne et qui n'est pas dans la relation Hasmaner. D'accord? Et ainsi de suite, pour les autres requêtes aussi, vous pouvez voir que je peux, en utilisant la connaissance, je peux enrichir ma réponse. Je peux calculer, toutes les réponses bleues sont des réponses qui sont calculées parce que j'ai utilisé cette connaissance a priori que j'avais. D'accord? Et donc toute la question qui va se poser, c'est comment je peux construire des systèmes de ce type. D'accord? Comment je vais construire des systèmes qui sont capables d'utiliser de la connaissance. Ça, c'est un exemple d'application, mais il y a plein d'autres applications aussi, j'en citerai quelques-unes tout à l'heure. Donc, pour construire des systèmes de ce type, en fait, on doit répondre à plusieurs questions. D'accord? Il y a plusieurs défis qui se posent. Je les cite ici. Ceux qui sont en bleu, c'est des questions historiques, en fait. C'est-à-dire qui se sont posées depuis très longtemps et sur lesquelles on a travaillé depuis un certain nombre d'années. Les questions qui sont en rouge, c'est des questions un peu plus spécifiques, justement, au problème de l'accès aux données. D'accord? Parmi les questions qui vont se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une connaissance? D'accord? Comment je peux représenter une connaissance? Parce que je veux que le raisonnement que j'ai fait tout à l'heure puisse être fait de manière automatique par une machine. Donc je dois pouvoir dire à la machine quelle est la connaissance que je connais du monde. D'accord? La troisième question, c'est une fois que je sais représenter la connaissance dans la machine, comment je vais pouvoir l'utiliser? Comment je vais pouvoir faire du calcul de manière automatique? Et quel est le coût de ce calcul-là? D'accord? Donc ça, c'est des questions générales sur la connaissance et la représentation de connaissance. Donc c'est le domaine de la représentation de connaissance et raisonnement. D'accord? Et ensuite, de manière plus particulière, si je veux utiliser les connaissances dans mon application que j'ai citée tout à l'heure, ben, je dois définir qu'est-ce que c'est qu'une requête. D'accord? Ça nous amène à la définition de qu'est-ce que c'est qu'un langage de requête. Ensuite,
qu'est-ce que c'est qu'une réponse à une requête? Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident. D'accord? De définir précisément dans ce contexte, quand j'ai des données et j'ai des connaissances, qu'est-ce que ça veut dire une réponse? Et enfin, une fois que j'ai défini les deux premiers, comment je peux calculer efficacement les réponses à mes requêtes? D'accord? Donc je vais essayer d'adresser un petit peu ces questions-là dans cet exposé, en commençant par les premières questions sur la connaissance. Et en fait, on n'est pas les premiers à s'être posé ces questions-là sur qu'est-ce que c'est qu'une connaissance. Donc c'est une réflexion qui remonte à très loin, d'accord? Qui remonte même au 5e siècle avant Jésus-Christ. Si je vous dis ça et je vous parle de connaissance, vous allez penser à qui? Aristote. Aristote, très bien. Avant Aristote? Socrate. Socrate, très bien. Le premier qui a commencé à se poser des questions sur la connaissance, c'est Socrate, d'accord? Mais c'est des questions philosophiques, d'accord? Ce n'est pas les mêmes préoccupations qu'on va avoir nous, des techniciens. La connaissance de I know what I know, I know that I know nothing. D'accord? Donc il commençait déjà à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas. C'était des questionnements très controversés à l'époque. D'accord? D'ailleurs, Socrate est mal terminé. Platon également se posait des questions sur l'épistémologie, c'est-à-dire quelle est la nature de la connaissance, etc. D'accord? Donc c'est les deux premiers qui ont des réflexions très philosophiques autour de la connaissance. D'accord? Ensuite, on a les travaux d'Aristote, effectivement. Aristote, c'est quelqu'un de très pragmatique, en fait. Lui, il a produit des choses pratiques qui sont très utilisables, très utiles. Donc on a une série de livres d'Aristote, d'accord? La collection Organon, où en fait, si je veux dire qu'est-ce qu'il y a dans ce livre avec le langage moderne, en fait, il a une encyclopédie sur les ontologies, d'accord, sur les catégories. Il a défini la terminologie, une partie des vocabulaires qu'on utilise aujourd'hui, quand on parle de qualité, de quantité, etc. Tout ça, ça a été défini par Aristote. Parce qu'il voulait recenser un petit peu la connaissance de son époque, et la première chose qu'il a commencé à faire, c'est de fixer le vocabulaire, pour que tout le monde soit d'accord sur le sens des mots qu'on va utiliser. Et donc il a une collection là-dessus, sur les catégories, qui définit un petit peu le vocabulaire. On dirait aujourd'hui qu'il a construit une ontologie. Ensuite, il a une collection sur les interprétations, en fait. Comment je peux donner du sens aux mots. D'accord? Ensuite, il a le Prior Analytics, c'est une collection sur le raisonnement, comment je peux calculer des choses, d'accord, le syllogisme. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Et donc je peux déduire des choses. D'accord? Ensuite, il a un livre sur les démonstrations, comment je peux faire des preuves, et sur la dialectique, etc. D'accord? Donc c'est vraiment une approche pragmatique sur la représentation de connaissances et raisonnement. D'accord? En restant un petit peu dans l'histoire, on peut dire qu'un des premiers graphes de connaissances, les knowledge graphs qui sont très utilisés aujourd'hui, c'est peut-être l'arbre de Porphyrie, qui a été reporté ici par Peter d'Espagne, où on a une arborescence, d'accord, on décrit sous forme d'une hiérarchie, en fait, des concepts. On a une hiérarchie de concepts, avec des classes et des sous-classes. D'accord? Et il a décrit dans cet arbre-là, en fait, des concepts atomiques, et à partir des concepts atomiques, on peut avoir des concepts dérivés. Et tout ça est organisé avec la relation classe-sous-classe, d'accord, la relation d'héritage, qu'on réutilise aujourd'hui en informatique dans les diagrammes de classe et qu'on réutilise dans plein d'autres types de modèles. D'accord? Ensuite, Ramon Llull, lui s'est intéressé à comment je peux faire du raisonnement, en fait. C'est-à-dire, si je prends l'arbre qui est là, comment je peux déduire des choses, d'accord, de manière automatique. D'accord? Et lui, il a produit, je ne sais pas si vous le voyez ici, la petite roue mécanique qui est là, d'accord, où c'est une roue où je peux tourner, en fait, et je peux choisir des concepts atomiques, et à partir des concepts atomiques, je construis des déductions qui sont des descriptions plus complexes. D'accord? Mais c'était un des premiers qui s'est intéressé à la question de raisonnement. Comment je peux faire des calculs de choses nouvelles. En fait, quand on parle de raisonnement, une définition de raisonnement, c'est d'essayer d'expliciter des connaissances qui sont implicites, qui sont cachées. D'accord? Voilà. Là, je reviens de Béjaïa, où il y avait une conférence, et j'ai appris que Ramon Llull, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de connexions avec Béjaïa, c'est quelqu'un qui est passé à Béjaïa, et puis il y a eu un dialogue très important avec les savants de l'époque à Béjaïa.
Voilà, juste pour une parenthèse. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a même été lâché à Béjaïa parce qu'il voulait démontrer que le christianisme était supérieur à l'islam. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Par contre, il a eu un problème avec sa machine mécanique, en fait, c'est que très vite, en fait, ça ne passait pas à l'échelle. C'est-à-dire très vite, il y avait une explosion combinatoire. Quand on va utiliser beaucoup de termes, son truc ne marchait pas parce qu'il y avait beaucoup de possibilités. D'accord? Et ça, dans le langage moderne, ça nous ramène au problème, toujours quand on va s'intéresser à la représentation de connaissances au raisonnement, à la question d'équilibre entre l'expressivité, d'accord? Quelle est la richesse de ce que je peux exprimer, et d'un autre côté, le coût du calcul, du raisonnement que je vais faire. D'accord? Donc, le trade-off entre l'expressivité et l'efficacité du calcul. Et on verra, plus j'ai des langages qui sont expressifs, plus faire du raisonnement va me coûter cher, jusqu'à devenir indécidable, pas possible. Voilà. Ensuite, j'ai encore 2 slides sur l'histoire, et puis je reviendrai à des choses plus modernes. Un travail très important quand on parle dans l'histoire de la représentation de connaissances et raisonnement, c'est les travaux de Leibniz, qui lui était un mathématicien. Et en fait, comme il y avait des problèmes avec la roue mécanique de Dora-Mollul, lui, il voulait ramener ça aux mathématiques. En fait, il s'est intéressé à comment je peux coder l'arbre des connaissances sous forme mathématique, et puis je ramène le raisonnement du calcul mathématique. D'accord? Là, pareil, dans l'ère moderne, en fait, on dit que Leibniz faisait de l'embedding. Si vous avez eu des cours sur l'intelligence artificielle, ben, là, on fait de l'embedding. En fait, on va plonger nos concepts, d'accord, dans un espace, d'accord, mathématique, dans un espace géométrique, et puis on va raisonner sur des distances, etc. D'accord? Donc, il a fait de l'embedding. Et ce qu'il a fait comme exemple, donc il a pris l'arbre de Porphyry, il a juste pris les concepts atomiques, il les a codés avec des nombres premiers, d'accord? Et puis il a codé les concepts complexes, c'est-à-dire qui sont des dérivés, il a utilisé la multiplication, d'accord, pour coder. Et donc on oublie la partie symbolique et on travaille que sur la partie numérique, d'accord? Et là on peut se poser la question, est-ce que par exemple humain est un sous-type de body dans la hiérarchie? Voilà, ça je peux le calculer. Je vais juste prendre le code du humain. Si vous faites le calcul ici, c'est 10 374. Il est divisible par 6, c'est le code de body. Ici, il est divisible par 6. Donc, c'est un sous-type. D'accord? Et donc, on ramène le raisonnement à un calcul mathématique. D'accord? Le problème de cette approche-là, en fait, c'est un problème d'expressivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer beaucoup de choses. Pourquoi, à votre avis? On est limité à trouver. On est limité à trouver les nombres premiers. Tous les nombres. Oui, mais les nombres premiers sont infinis, donc je peux coder plein de choses. Mais quelle est la limite d'expressivité? Les nombres premiers, j'en ai un infini. Enfin, la taille du nombre, effectivement, la taille du nombre va poser problème. Et ensuite, au niveau de l'opération, si j'utilise la multiplication, qu'est-ce que je peux coder avec la multiplication? En fait, la multiplication, en termes logiques, ne peut coder que le n logique, que le et logique. Je ne peux pas dire que humain, c'est un body ou un spirit. D'accord? Pour ça, j'ai besoin de l'addition. Alors que lui, il a utilisé juste la multiplication. La multiplication code uniquement le n et pas le or. Et donc ça, c'est une limite d'expressivité de son langage. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire ou la préhistoire de la représentation de connaissances et raisonnement. Mais les questions qui sont derrière, c'est quel est le langage qui va me permettre de décrire ma connaissance. D'accord? Dans l'ère moderne, dans les années, fin des années 40, les années 50, en fait, c'est la logique qui s'est imposée comme étant un langage de représentation de connaissances. D'accord? C'est ce qu'on appelle le logical AI. En fait, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de propositions, ça a évolué au fur et à mesure, au fil des années. Et ensuite, il y a eu un consensus pour dire que le bon langage pour représenter la connaissance, c'est la logique. D'accord? Et à partir des années 50, c'est le langage dominant pour décrire la connaissance et faire du calcul sur cette connaissance-là. Voilà. Donc aujourd'hui, dans l'ère moderne, la représentation de connaissances s'appuie sur des logiques. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une logique? C'est un langage qui a une syntaxe bien définie, précise, et qui a une sémantique bien définie. Je vais pas donner quelques exemples tout à l'heure.
Vous connaissez tous la logique des propositions, je crois que c'est enseigné déjà en première ou deuxième année. Voilà, la logique des prédicats, la logique du premier ordre, etc. D'accord? C'est des langages qui permettent de décrire le... D'accord? Voilà. Et on utilise la logique pour décrire ce qu'on appelle des ontologies. Là, Porphyrie, tout à l'heure, est une ontologie. Qu'est-ce que c'est qu'une ontologie? C'est une représentation formelle, c'est une spécification formelle d'un domaine, et qui est partagée. Les mots importants ici, c'est formel et partagé. On travaille dans un domaine, par exemple dans le domaine de la santé, pour fixer le vocabulaire, on va se mettre d'accord sur le vocabulaire qu'on va utiliser. Et puis on va le décrire de manière formelle, puisqu'on veut que l'ordinateur le comprenne et qu'il puisse faire le calcul sur cette représentation. D'accord? Donc ça, c'est la notion d'ontologie. C'est utilisé dans différents types d'applications. Donc ontologie ou bien graphe de connaissances aussi. Je ne fais pas de différence dans cette présentation entre l'ontologie et le graphe de connaissances, les knowledge graphs. D'accord? Quelques exemples d'utilisation des ontologies. Vous avez l'ontologie SNOMED, qui est une ontologie qui est très utilisée dans le domaine médical. D'accord? C'est une ontologie qui contient à peu près 360 000 concepts et qui décrit différents concepts liés au domaine médical, à la médecine. D'accord? J'ai repris ici juste quelques exemples de concepts qui sont décrits dans la colonne de gauche. Voilà, ça c'est une description, donc vous retrouvez la documentation sur Internet, et c'est une ontologie qui est très utilisée. Et on peut aussi connecter les ontologies entre elles. D'accord? Là, en fait, ce qui est en jaune, c'est des connecteurs, des opérateurs qui me permettent de connecter l'ontologie médicale avec une autre ontologie, l'ontologie ici au GMS. D'accord? Donc je peux connecter, et ça me permet de construire des applications qui sont interopérables, qui sont capables de communiquer entre elles. D'accord? Une autre application des ontologies, avant d'aller dans les détails plus techniques, voilà, c'est le knowledge graph. En fait. C'est-à-dire une des utilisations les plus importantes de la représentation de connaissances, c'est dans le domaine du web, ce qu'on appelle le web sémantique. D'accord? Par exemple, si vous faites une recherche sur Google, d'accord? Là, j'ai juste tapé le mot Alan Turing sur Google. Donc là, j'ai eu comme réponse tous les liens qui sont là, qui sont renvoyés par l'algorithme de Google, mais les images que vous avez en haut, là je suis passé également, hop, voilà, ce que j'ai ici, ce qui est calculé là, et ce qui est calculé en partie droite, on appelle ça des knowledge panels, et Google va le calculer en utilisant son graphe de connaissances. D'accord? Qu'il n'est pas capable de calculer directement en utilisant son algorithme de recherche sur le web. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va juste identifier une entité qui est Alan Turing, et puis il va chercher son graphe, dans le graphe, quels sont tous les liens, d'accord, avec cette entité-là. D'accord? Et on a une information, une réponse qui est beaucoup plus structurée. Donc vous voyez ici ce que je renvoie sur Alan Turing, dans cette partie-là, dans cette partie droite, c'est quelque chose qui est plus structuré que juste des liens vers des pages web où le contenu est plus difficile à analyser. D'accord? Voilà. J'ai fait la même chose pour Gelma. Voilà, vous avez la partie, les liens sur différents liens, sur différentes pages web qui parlent de Gelma, et vous avez ici une information plus structurée sur la vie. D'accord? C'est ce qu'on appelle les knowledge panels. Une autre application importante des ontologies et des graphes de connaissances, c'est la version connaissance de Wikipédia. C'est-à-dire, on utilise tous Wikipédia, c'est une source de connaissances qui est extrêmement riche. Le problème de Wikipédia, c'est que la description est en langue naturelle. D'accord? Même si les LLM sont très efficaces aujourd'hui, ça reste très difficile de chercher de l'information dans Wikipédia. C'est fait par un être humain, mais pour le faire de manière automatique, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc ce qui a été fait depuis quelques années, c'est qu'on a une version maintenant RDF, c'est-à-dire un graphe de connaissances, qui représente exactement les données qui sont dans Wikipédia. D'accord? Et ce graphe de connaissances, c'est DBpedia. D'accord? À la différence de Wikipédia, c'est que DBpedia, vous pouvez l'interroger avec des requêtes SparkQL. D'accord? Et vous pouvez récupérer des réponses très précises. D'accord? Et vous pouvez le faire de manière automatique. Il y a des librairies, etc. Vous pouvez faire de la programmation, etc. D'accord? Voilà. Et ça, c'est le lien juste de DBpedia qui est là, qui est au milieu, avec d'autres ontologies. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et puis, on a des connexions entre ces ontologies-là. Et donc, ça permet de faire de l'interopérabilité d'applications. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau des usages. Je vais être un peu plus technique maintenant, et je vais vous parler d'un langage de représentation de connaissances particulier,
qui sont les logiques de description. C'est un langage qui a été utilisé beaucoup, justement, dans le domaine de l'accès aux données, dans le domaine du web sémantique. C'est des langages privilégiés pour définir des ontologies. D'accord? Donc, je vais parler de ces logiques-là comme étant un langage qui va permettre de représenter la connaissance. Et après, je vais revenir à mon premier problème. Quand j'ai de la connaissance qui est décrite dans ces logiques-là, comment je peux répondre à ma requête initiale en enrichissant les réponses. D'accord? L'exemple que j'ai donné au départ. Et ensuite, je vais évoquer juste les limites actuelles de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas faire, et comment le mariage de cette approche symbolique avec des techniques de machine learning, en fait, ouvre des perspectives de recherche intéressantes. D'accord? Mais c'est des perspectives de recherche, c'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on est en train d'explorer aujourd'hui, et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse satisfaisante. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que les logiques de description? Vous remarquerez ici qu'il y a un S, il n'y a pas une logique, il y a plusieurs logiques de description. D'accord? Donc, c'est des langages de représentation de connaissances, c'est des langages à base de classes, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre de représenter le monde sous forme de classes. C'est comme quand vous utilisez UML. UML permet de décrire, on a le diagramme de classe, ça permet de décrire le monde sous forme de classes et de liens entre les classes. D'accord? Ici, les classes, on va les appeler des concepts. D'accord? Mais c'est des langages à base de classes. Donc je vais avoir des concepts et des relations entre des concepts. D'accord? C'est un sous-ensemble de la logique du premier ordre. D'accord? On peut se poser la question pourquoi on n'utilise pas directement la logique du premier ordre. Est-ce que vous êtes toutes et tous familiers avec la logique du premier ordre? La logique des prédicats? Oui. C'est bon? Voilà. Pourquoi on n'utilise pas directement la logique du premier ordre? Très bien, c'est le problème d'indécidabilité, en fait, le théorème d'incomplétude de Gödel. La logique du premier ordre est indécidable. D'accord? C'est-à-dire, il y a certaines questions en logique du premier ordre où on ne peut pas avoir un algorithme pour répondre. D'accord? Donc elle est trop puissante. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va utiliser un sous-ensemble, d'accord, mais qui a des bonnes propriétés. D'accord? Qu'est-ce que c'est comment je vais construire mes logiques de description? En fait, je vais partir par des concepts de base. Les concepts de base, c'est quoi? J'ai des concepts atomiques. D'accord? Là, j'ai dit par exemple que humain, c'est un concept atomique. Quand je dis c'est un concept atomique, je n'ai pas d'autre définition que le fait que le terme c'est humain. D'accord? Je ne sais pas le définir. J'ai le concept université, j'ai le concept scientifique. D'accord? Ça, c'est des primitives, des atomes. D'accord? Ensuite, j'ai des relations. D'accord? Le has child, le works in, là aussi, c'est des relations et je n'ai pas de définition de ces relations. Je les prends telles qu'elles sont, c'est des atomes. D'accord? Et j'ai aussi des individus. D'accord? Bob, Marie, Vijaya, Imagoraya, Mauna, etc. Ça, c'est des individus. D'accord? Et à partir de ces concepts atomiques, je vais pouvoir utiliser des opérateurs, des constructeurs logiques classiques. D'accord? J'ai la conjonction, la disjonction, et j'ai des formes restreintes pour limiter l'expressivité de la quantification universelle et de la quantification existentielle. Ce qui est important de noter par rapport aux gens qui ont l'habitude de manipuler des logiques, la logique des prédicats, c'est qu'ici, je n'ai pas de variables. D'accord? Je ne manipule pas de variables, elles sont implicites. D'accord? Je vais pouvoir, par exemple, décrire ici le concept de père. Le père, c'est quoi? C'est un humain qui n'est pas femme, qui a un enfant, et donc tous les enfants sont des humains. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas de variables. J'utilise les quantificateurs et j'utilise les atomes pour décrire des descriptions. Et ça, c'est un concept. D'accord? Ensuite, j'ai plusieurs langages possibles. Comment je vais définir les langages? En fait, je pars d'un langage racine et je vais combiner des opérateurs. D'accord? Donc, là, c'est des exemples d'opérateurs, mais j'en ai d'autres. D'accord? Ça, c'est des constructeurs de concepts. Vous voyez, dans certains constructeurs, je vais leur donner des lettres. Par exemple, la disjonction, je vais l'appeler U. D'accord? La conjonction, la négation, je vais l'appeler C. D'accord? Et ensuite, je vais reconnaître un langage en prenant la racine et en rajoutant les lettres qui correspondent à des constructeurs. D'accord? J'ai des constructeurs de concepts qui sont là. J'ai des constructeurs de rôles qui sont là. D'accord? Et à partir de là, je vais partir de racines. Donc là, c'est des exemples de racines. Par exemple, le langage FL0, c'est le langage dans lequel j'ai l'intersection et la quantification universelle. Le langage EL, c'est un langage dans lequel j'ai l'intersection et j'ai la quantification existentielle. Et à partir de là, par exemple, si je veux avoir l'union, dans EL, si je veux avoir l'union, ça va s'appeler le langage ELU.
D'accord? Si je veux avoir la négation, ça va s'appeler ELUC. D'accord? Ça me donne des logiques. D'accord? Par exemple, ici, vous avez des exemples de logique. FLE, c'est une logique. FLC, c'est une logique. ELR, c'est une logique, etc. Et si je vous donne le langage, vous connaissez quels sont les constructeurs. Vous connaissez son expressivité. D'accord? Ok, donc juste deux sous-ensembles importants, le langage EL et le langage DL-like. Je vais revenir sur ces langages-là tout à l'heure, ce qu'on appelle les Horn logiques, parce qu'ils ne permettent pas d'exprimer la disjonction. Et ces deux langages ont été proposés parce qu'ils ont un intérêt pratique particulier, ils ne sont pas très puissants, et ils sont intéressants en pratique. D'accord? Le langage EL, en fait, il a été proposé parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de domaines où on a juste besoin de la quantification existentielle. D'accord? Par exemple, l'ontologie que j'ai montré au début, l'ontologie médicale, elle utilise uniquement l'intersection et la quantification existentielle, il existe. Et donc, ce n'est pas la peine que je rajoute d'autres choses, puisque ça me suffit et ça va me donner de très bonnes propriétés pour faire du calcul plus tard. C'est important, c'est-à-dire quand vous réfléchissez en termes de langage, c'est toujours de dire combien ça va me coûter. D'accord? Rien n'est gratuit. D'accord? Si vous prenez de l'expressivité, si vous choisissez des constructeurs, ben, ça va vous coûter plus cher. Donc ce langage-là est très intéressant parce que beaucoup d'ontologies, là les exemples en bleu sont extraits d'ontologie médicale, et vous voyez qu'on a juste besoin de l'intersection et de l'existentiel. D'accord? Et le DL-like, c'est un langage qui a été proposé vraiment pour les bases de données. En fait, c'est l'équivalent d'SQL. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et ça nous permet en fait de résoudre le problème d'accès aux données avec de la connaissance en gardant une bonne complexité. D'accord? Parce qu'à un moment donné, des requêtes qui correspondent à des requêtes SQL. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une base de connaissances? Une base de connaissances, elle a deux composants. D'accord? Une composant T-box, en fait, c'est l'intention, c'est la partie bleue que j'ai donnée au départ, c'est la connaissance. Et la A-box, c'est les données. D'accord? Voilà. Donc, comment je vais définir ma T-box? Je vais soit avoir des définitions. Je dis qu'un étudiant, un student, c'est exactement un humain qui étudie dans l'université. Là, j'ai une connaissance complète. Mais je peux aussi faire une inclusion parce que je n'ai pas une connaissance complète. Je sais qu'un étudiant est un humain, mais je ne peux pas le définir plus. Ou bien je sais qu'un étudiant, c'est un humain qui étudie quelque part, mais je ne sais pas quelque part c'est quoi. D'accord? Et là, je fais une inclusion, au lieu de faire une définition. D'accord? Et je peux définir des inclusions entre des descriptions complexes des deux côtés. D'accord? Donc là, ça me permet de définir ma connaissance, ce qu'on appelle des axiomes terminologiques. Et je peux aussi définir mes assertions au niveau base de données. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste dire qu'un individu est membre d'une classe, il appartient à la relation, c'est ce qu'on fait en relationnel, ou bien que deux individus sont reliés par une relation binaire, par un roi. D'accord? Je peux dire que Bob est un humain, je peux dire que la montagne Yemba-Goraya est localisée à Bjaya, etc. Que Bob travaille à l'Izima, que Bob a comme enfant mari, etc. D'accord? Et là, ça me donne ma base de données et ma base de connaissances. D'accord? Voilà. C'est un exemple ici avec une base de connaissances avec les deux composants. Le composant bleu, c'est la T-box, et le composant rouge, c'est la A-box. C'est la base de données. D'accord? Et à partir de là, on s'intéresse au raisonnement, en fait. Qu'est-ce que je peux calculer de nouveau à partir de ces données-là? D'accord? Donc, faire du raisonnement, c'est rendre explicite des connaissances qui sont cachées, qui ne sont pas exprimées explicitement dans le transparent qui est là. D'accord? Donc il y a différents types de raisonnement. Historiquement, les choses qui ont été étudiées dès le début, c'est le concept de satisfiabilité. Est-ce que j'ai de la contradiction dans ce que j'exprime? Par exemple, je peux savoir que un professeur est femme, ça c'est quelque chose qui est insatisfiable, elle est contradictoire. Pourquoi? Si je reviens ici, un professeur, c'est un professeur qui n'est pas FP professeur. FP professeur, c'est soit femme, soit professeur. Donc, un homme professeur, c'est un professeur qui soit n'est pas femme, soit n'est pas professeur, mais comme il n'est pas professeur, donc il n'est pas femme. Et s'il n'est pas femme, donc soit il n'est pas personne, soit il n'est pas femelle. Comme professeur, c'est une personne, donc je sais que c'est une personne, donc il n'est pas femelle. Et donc, je ne peux pas avoir une description, un professeur et woman, ce n'est pas satisfiable. Je ne peux pas l'instancier, je ne peux pas trouver de modèle. D'accord? Je peux ensuite faire de la subsumption. En fait, comment je peux calculer automatiquement la relation d'héritage, la relation type sous type. D'accord? Je sais qu'un professeur est une sous-classe de mâle. D'accord? Et à partir de là, je peux faire de la classification automatique, c'est construire la hiérarchie du concept de manière automatique. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de raisonnement qu'on appelle des raisonnements standards en logique de description. Il y en a d'autres.
D'accord? Mais c'est des raisonnements, c'est des calculs qu'on sait faire. D'accord? Ensuite, le dernier point, par rapport à cette histoire de la représentation de connaissances en raisonnement, c'est la partie raisonnement, en fait. C'est-à-dire, comme on est des informaticiens, on s'intéresse à de la connaissance pour pouvoir la stocker dans la machine et faire des calculs. Donc le coût global, combien ça va me coûter en termes de mémoire, combien ça va me coûter en termes de temps, sont des questions extrêmement importantes. D'accord? Dans le domaine de la logique de description, il y a eu un papier qui a été publié en 1987 par Lévesque et Bratman, qui se sont les premiers sont intéressés au problème de compromis entre l'expressivité dans les logiques de description et la complexité de faire du raisonnement. Et cet article-là, il a déclenché 20 ans de travaux de recherche. C'est des gens qui ont donné du travail, ça fait plein de thèses, etc. Des gens qui ont commencé, en partant de leur papier, à étudier le problème de rapport dans les logiques de description entre l'expressivité du langage et combien ça me coûte si je veux tester la satisfiabilité, combien ça me coûte si je veux construire la relation de subsumption, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ces problèmes classiques de raisonnement, on a une vision très claire. Là, c'est juste pour vous donner un exemple. Si vous me donnez un langage, vous me dites quel type de T-box vous avez, je vais vous dire combien ça vous coûte. D'accord? Donc on a construit comme ça, sur les langages de logique de description, on a une vision très claire sur l'expressivité. Plus vous montez dans la hiérarchie, vous allez avoir plus d'expressivité et ça va vous coûter plus cher. Et on sait très bien combien ça coûte, et vous pouvez même, il y a un outil sur Internet, vous pouvez, le complexité zoo, vous pouvez y aller, vous choisissez votre langage et il vous donne quelle est la complexité. D'accord? Donc on a une bonne connaissance. Voilà. Ok, donc si je reviens à mes premières questions qui étaient en bleu, on a parlé de la représentation de connaissances, donc je vais utiliser des logiques de description. Et je vais essayer maintenant de revenir à mon problème de départ. J'ai des bases de données, j'ai de la connaissance, et je veux enrichir mes données. D'accord? Il me reste à résoudre les questions rouges, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une requête? D'accord? Comment je vais exprimer ma requête? Ensuite, quelle est la sémantique de la requête? Et ensuite, comment je peux calculer efficacement les réponses à cette requête. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une requête? On peut dire, puisqu'on a utilisé les logiques de description pour décrire la connaissance, pourquoi on n'utilise pas les logiques de description pour exprimer aussi les requêtes? D'accord? Le problème, c'est que les logiques de description ne sont pas suffisamment puissantes pour être utilisées comme étant un langage de requête. C'est-à-dire, si vous utilisez les logiques de description, comme je n'ai pas de variables, je ne peux pas manipuler les variables. Donc la seule chose que je peux exprimer, c'est est-ce que X est membre d'une classe, d'accord, ou bien l'intersection entre deux classes. C'est la seule chose que je peux exprimer. Je ne peux pas exprimer des jointures. Vous connaissez le modèle relationnel, d'accord? Dans le modèle relationnel, vous pouvez faire des jointures entre plusieurs tables, mais comme je n'ai pas de variables, je ne peux pas faire des jointures. D'accord? Donc c'est très pauvre comme langage. Donc ce n'est pas un très bon candidat, comme langage de requête, c'est un très bon candidat pour la représentation de connaissances, ce n'est pas un très bon candidat comme langage de requête. Je peux dire aussi, alors pourquoi je n'utilise pas la logique du premier ordre, puisque je cherche l'expressivité. Même réponse que tout à l'heure, si vous prenez une requête booléenne, juste qui dit vrai, faux, vous allez tomber très vite sur un problème de validité d'une logique de premier ordre, d'une formule de logique de premier ordre, qui est un problème indécidable. D'accord? Donc je ne peux pas l'utiliser. Un bon compromis, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les requêtes conjonctives. Qu'est-ce que c'est que les requêtes conjonctives, en fait? Est-ce que vous êtes tous familiers avec SQL? Oui. Voilà. C'est la partie SPJ de SQL, le Select Project Join. D'accord? Donc, beaucoup d'applications réelles, du monde réel, en fait, on utilise le Select Project Join, sélection, projection, jointure de SQL. Et ce sous-ensemble-là d'SQL, qui est intéressant du point de vue pratique, en fait, il correspond du point de vue théorique à ce qu'on appelle les requêtes conjonctives, les CQ, Conjunctive Queries. Et ces requêtes conjonctives ont une très bonne propriété du point de vue calculatoire, du point de vue complexité. En fait. D'accord? Et donc, un premier langage qui a été étudié beaucoup, justement, c'est de dire, OK, je prends ma connaissance qui est décrite en logique de description, je prends une requête conjonctive, Select Project Join, SQL, et je vais regarder comment je peux traiter le problème dans ce cadre. D'accord? Ok, donc on a notre langage de requête. Par contre, il y a aussi d'autres langages de requête. Là, je ne vais pas les développer, mais ces dernières années, il y a eu beaucoup de... Parce que les bases de données graphes sont devenues très populaires. D'accord? Et là, on a des requêtes qui sont des requêtes de chemin dans un graphe. En fait, je cherche un chemin, le RPQ, et puis les différents niveaux d'expressivité. C'est des requêtes qui me permettent de chercher des chemins dans des graphes.
Donc ça peut être, c'est des candidats aussi qui sont très adaptés, très intéressants, si vous avez une base de données graph. Ok. Maintenant, je vais m'intéresser à la question de qu'est-ce que c'est qu'une réponse. D'accord? Donc, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Je cherche juste les x qui ont les x qui ont une grand-mère, c'est-à-dire je cherche les x tels qu'il existe un y, x et z, x a une mère y, et y a une mère z. Les petits-enfants, tous les x tels que les x sont des petits-enfants. Pareil, si je regarde ici, si vous interrogez ça dans votre base de données, la seule réponse que vous allez avoir, c'est Andrea. Pourquoi? Parce que Andrea, elle a pour mère Marie, Marie, elle a pour mère Ada, donc je peux dire qu'Andrea est une réponse. Après, je n'ai pas d'autres liens. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord? Donc, mon SGBD va juste me dire que la seule réponse est Andrea. D'accord? Alors que, comme on l'avait dit tout à l'heure, je peux calculer des réponses supplémentaires. D'accord? Vous pouvez remarquer juste ici, là c'est Q, quand je pose ma requête sur la base de données sur A. D'accord? J'ai juste Andrea. Quand je pose ma requête sur la base de connaissances, c'est-à-dire si j'utilise ma connaissance, je vais aussi pouvoir déduire que Marie est une réponse. Pourquoi? Parce que Marie, elle a pour mère Ada. Ada, je sais que c'est une personne, elle est là, c'est une personne. Et je sais que toute personne a une mère. Toute personne a une mère, je sais qu'il existe un Z qui est mère de Ada. Et donc, ça va me permettre de répondre à ma requête. D'accord? Et ainsi de suite. Je peux faire le raisonnement pour montrer aussi que Ada est une réponse et que Sophia est une réponse. D'accord? La question qui va se poser, c'est comment je vais définir ça? C'est-à-dire, c'est quoi la sémantique d'une réponse? D'accord? En base de données classique, comment j'évalue ma requête? Pardon. Juste avant d'aller. En fait, comment j'arrive à déduire ça? C'est que, comme tout à l'heure, si je vais utiliser mes axiomes, en fait, je vais pouvoir compléter ma base de données et je vais calculer que Ada, Marie et Sophia font partie aussi de la réponse. D'accord? Ça veut dire qu'en base de données, je calcule uniquement Andrea parce que je travaille selon l'hypothèse du monde fermé. C'est-à-dire que je dis que mon monde, c'est uniquement ce qui est en rouge. Parce que je n'ai pas la partie bleue. D'accord? Si je n'ai pas la partie bleue, mon monde il est fermé. Et si vous travaillez dans un monde qui est fermé, qui est l'hypothèse du monde fermé, la seule réponse que vous allez calculer ici, c'est Andrea. D'accord? Maintenant, si je m'intéresse à la connaissance, d'accord, ça veut dire que mon monde est ouvert. Il y a des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas stockées dans ma base de données. D'accord? Par exemple, tout ce qui est mon bleu ici, en fait, c'est des connaissances qui sont vraies, font partie des données, mais ma base de données est incomplète. D'accord? Et donc là, je dois pouvoir évaluer mes requêtes sur ma base de connaissances selon l'hypothèse du monde ouvert. D'accord? Donc on essaie juste de définir vraiment le problème qu'on veut traiter. Et c'est même plus important, je sais qu'il y a des choses dans ma base de données que je ne connais pas, mais je sais qu'elles existent. D'accord? Je sais que Ada a une mère X, mais je ne la connais pas. D'accord? Et je sais que X1 est une personne. D'accord? Donc il y a des choses qui me manquent. D'accord? Sophia est une femme, Bob est une personne, ça c'est des connaissances qui me manquent. Il y a aussi des connaissances qui me manquent, mais que je ne connais pas très bien. Je sais qu'il y a une personne aussi qui s'appelle X1, qui est une femme, et qui est la mère de Ada, mais je ne la connais pas. D'accord? Et je sais en fait que ça peut être même infini, parce que je continue, X2, puisqu'X2 est une personne, elle a une mère, et je continue, et en fait, il y a une infinité de choses que je ne connais pas. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire calculer une réponse dans un modèle de ce type? C'est ça qu'on va essayer d'abord de formaliser, avant d'essayer de résoudre. D'accord? Oui, juste, en fait, ce problème-là, il a une connexion très forte, c'est-à-dire interroger une base de données en présence de connaissances, il a une connexion très forte avec le problème d'interroger une base de données incomplète. On a toute la théorie des bases de données incomplètes. Là aussi, il y a un article très fondateur de 1984 qui a déclenché beaucoup de travaux jusqu'à aujourd'hui sur comment on peut interroger une base de données quand je n'ai pas toutes les données. Voilà. Donc, si je repose juste le cadre, j'ai ma requête qui est là. Dans un contexte de base de données, je connais la base de données, mon monde est fermé, et je veux évaluer cette requête sur ma base de données. Ça, je sais le faire. En fait, quelles sont les techniques d'évaluation de requêtes pour des requêtes conjonctives?
En fait, je cherche juste un mapping, un homomorphisme, parce que ma requête, je peux la voir comme étant un graphe, ma base de données, je peux la voir comme étant un graphe, mais en fait, techniquement, ça revient à chercher un homomorphisme, à plonger votre requête dans votre base de données, et à chaque fois que vous trouvez un plongement, vous pouvez calculer une réponse. D'accord? Et donc, ça, le problème est bien défini. Le problème revient à chercher un homomorphisme entre mon graphe bleu et mon graphe rouge, et je peux recalculer mes réponses. D'accord? Quand je suis dans ma base de données complète, je ne peux pas me contenter de faire un homomorphisme puisqu'il y a des choses qui manquent, qui ne sont pas ici dans la partie rouge. D'accord? Une des premières idées, c'est de dire je vais définir la sémantique en essayant de compléter ma base. Là, c'est ce que je racontais sur les graphes, en fait. Hein. C'est-à-dire là, je peux écrire ma requête comme étant un graphe. C'est le graphe qui est là. Ça, c'est ma base de données. En fait, je transforme ici juste ma base de données en étant un graphe. Et je cherche un homomorphisme. Là, par exemple, je peux mapper le X, je peux le mapper vers Andrea. Je peux mapper le Y vers Marie. Et je peux mapper le Z vers Anna. Et là, j'ai un homomorphisme. Et puisque dans ma requête, elle cherchait les X, je peux dire qu'Andrea, c'est comme ça que j'arrive à calculer qu'Andrea est une réponse. Ça, je ne peux pas le faire quand j'ai de la connaissance parce que j'ai des données qui manquent. D'accord? Je ne peux pas reconstruire ma base de données et l'interroger parce que c'est un peu plus subtil que ça. J'ai juste rajouté ici un axiome qui est personne. Une personne, c'est soit un mâle, soit une femelle. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure pour essayer de faire mes déductions pour compléter ma base. D'accord? C'est le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Il va me permettre de dire je rajoute Bob comme étant une personne, je rajoute Sophia et Marie comme étant des femmes. D'accord? Mais comme Bob est une personne, là c'est mon axiome rouge, il me dit Bob, c'est soit un homme, soit une femme. D'accord? Là, je ne peux pas choisir en fait. Bob, c'était soit un homme, soit une femme. Chacun, la limite de ma base de connaissances, elle ne me dit pas plus que ça. D'accord? Donc il y a plusieurs possibilités. D'accord? Une première possibilité, je vais dire que Bob est Andrea, parce que pareil, Andrea est une personne, c'est pas une femme, elle n'est pas dans femme et dans femelle et dans mâle, donc elle est soit dans femelle, soit dans mâle. D'accord? Je peux dire, voilà, ça, c'est une possibilité. D'accord? De manière plus formelle, une possibilité, en fait, c'est un modèle de ma base de connaissances. J'ai ma base de connaissances, n'importe quel modèle, c'est-à-dire, si je remplis ma base de données, ma base de connaissances avec des données sans violer les axiomes qui sont là, c'est une interprétation valide. Et n'importe quelle interprétation valide, c'est un monde possible. D'accord? Donc là, c'est un monde possible. Là aussi, là, je dis plutôt Bob et Andrea, je vais les mettre dans mâle. Ça, c'est un autre monde possible. D'accord? Après, je peux dire, un autre monde, je mets Bob dans mâle et je mets Andrea dans femelle. Ça, c'est un autre monde possible. D'accord? Un autre monde possible, je mets Andrea dans mâle et Bob dans femelle. D'accord? Et ça veut... Conclusion de tout ça, en fait, quand vous interrogez une base de données avec une base de connaissances, vous avez plusieurs mondes possibles. D'accord? Et si vous interrogez, par exemple ici, vous dites donnez-moi toutes les femmes, vous voyez ici qu'on va vous donner, dans ce monde-là, on va vous dire c'est Carla, Ada, Sophia, Marie et Julie. Mais dans ce monde-là, on va vous dire que c'est Carla, Ada, Sophie, Marie, Aya et Martha. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire une réponse? D'accord? Donc comment les gens ont résolu ça? En fait, on a défini deux notions de réponse. On a défini la notion de réponse possible. Une réponse possible, c'est n'importe quelle réponse que vous pouvez calculer à partir d'un monde possible. Ce n'est pas intéressant en pratique parce qu'ici, si vous me dites quels sont tous les mâles et que je vous dis Bob et Andrea, en fait, c'est au hasard. C'est une réponse possible. Je ne sais pas en pratique qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Un autre type de sémantique, donc là, on est en train de définir la sémantique des réponses. Un autre type de sémantique, c'est la sémantique des réponses certaines. En fait, ce que je veux, c'est uniquement que vous me renvoyez les réponses qui sont certaines, qui sont sûres. Et c'est quoi les réponses qui sont sûres? En fait, c'est les réponses qui sont vraies dans tous les mondes. D'accord? Par exemple, ici, le fait que Sophia soit une femme, ça, c'est vrai dans tous les mondes. Ce n'était pas dans ma base de données de départ. C'était pas dans ma base de données de départ. Par contre, dans tous les mondes possibles, je vais avoir Sophia est une femme, Marie est une femme et Bob est une personne. Et donc, ils font partie des réponses certaines. D'accord? Par contre, le fait que Bob soit une femme, ça, c'est une réponse possible. Ce n'est pas une réponse certaine. Donc, si vous me dites, donnez-moi toutes les femmes, je préfère envoyer Carla, Ada, Sophia et Marie, et je m'arrête là. Parce que les autres, c'est pas sûr. D'accord? Et donc, la sémantique des requêtes qu'on va garder, en fait, c'est la sémantique des réponses certaines. Formellement, c'est quoi une réponse certaine? En fait, c'est une réponse qui est à l'intersection de tous les mondes. Si vous prenez votre requête, vous calculez tous les mondes possibles,
Vous évaluez votre requête sur tous les modes possibles et vous faites l'intersection. Ce que vous gardez, c'est les réponses certaines. Ça, on peut le démontrer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok, donc, voilà, si je compare maintenant les deux contextes, interrogation dans le contexte d'une base de données classique, hypothèse du monde ouvert, fermé, CWA, je cherche des réponses. D'accord? Et chercher une réponse, c'est quoi? C'est chercher un mapping dans une seule structure relationnelle qui est ma base de données. J'ai un seul monde et j'évalue ma requête sur ce monde. Ça revient à faire en termes de technique, en fait, à faire du model checking. Et ça, je sais le faire de manière très efficace. D'accord? Dans le contexte des bases de connaissances, en fait, je travaille sous l'hypothèse du monde ouvert. Je cherche les réponses certaines. D'accord? Et j'ai potentiellement une infinité de mondes possibles. Donc l'algorithme que je donnais tout à l'heure, en fait, c'est pas un algorithme, parce que j'ai une infinité de modes possibles, je ne peux pas évaluer ma requête sur tous les modes et faire l'intersection. Il faut que je trouve une autre technique pour résoudre le problème. Et ce qu'on va faire, en fait, on va faire de l'application logique, de tailmate, pour essayer de déduire est-ce qu'une réponse appartient, est-ce qu'une réponse est une réponse certaine ou pas, est-ce qu'une réponse elle est vraie dans tous les modes possibles ou pas. D'accord? Donc là, je vais dire rapidement 2-3 mots sur les techniques qui permettent justement de calculer les réponses, de résoudre le problème. Donc, j'ai défini un langage de représentation de connaissances, j'ai défini un langage de requête, j'ai défini une sémantique de mes requêtes, et maintenant, je m'intéresse à comment calculer les réponses. D'accord? Ok. Je vais juste poser le problème de manière précise, de manière formelle. En fait, le problème de décision, c'est quoi? J'ai une requête qui est exprimée dans un langage N. J'ai une base de connaissances, TA, j'ai un tuple, vous me donnez un tuple, et je veux juste, la réponse que je vous dis, c'est est-ce que ce tuple-là est une réponse ou non? Je vous dis oui ou non. Si je sais résoudre ce problème de décision, en fait, je peux calculer mes réponses. D'accord? Je peux prendre toutes les possibilités et les explorer, en fait. D'accord? Donc ça, c'est le problème de décision. Je fais une petite parenthèse sur la complexité, c'est-à-dire, du point de vue théorique, je veux savoir combien ça me coûte. Et on est dans un domaine, en fait, parce que si vous regardez les entrées, vous avez Q, T, A. D'accord? Par contre, ce qui est important ici, c'est la taille de A. La taille de A, c'est la base de données. On a beaucoup plus de données. La taille de la base de données est beaucoup plus grande que la taille de la requête. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans la complexité, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la data complexité, c'est-à-dire c'est surtout la complexité par rapport à la taille de la donnée. Si elle est exponentielle par rapport à la taille de la requête, parfois, c'est pas grave. Parce que la requête, elle est petite, très petite par rapport à la taille de la base de données. D'accord? C'est ce qu'on appelle dans le domaine la data complexité. D'accord? C'est quand vous définissez votre complexité, mais par rapport à la taille uniquement de votre base de données. Pas le reste, pas la taille de la requête, pas la taille même de la base de connaissances. C'est la base de données qui est très, 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 très grande. Ça vous donne juste ce que j'ai donné tout à l'heure sur les autres types de raisonnement, sur les différents types de langages et leur complexité. Ce qui est important ici de noter, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur DLLite. En fait, vous regarderez ici dans DLLite, c'est une classe de complexité qu'on appelle AC0. En fait, c'est des circuits qui ont une profondeur constante, avec un nombre d'entrées qui est non borné. Si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave. La remarque importante ici, c'est juste quand vous exécutez une requête avec votre SGBD, avec Oracle ou avec Postgres, en fait, la complexité d'exécuter une requête SPJ, elle est AC0. D'accord? Et si vous utilisez DLLite, en fait, vous allez pouvoir utiliser de la connaissance, en plus, calculer des réponses en plus, pour le même prix. D'accord? C'est l'intérêt de DLLite. Il n'est pas très expressif, mais vous pouvez enrichir vos réponses sans que ça vous coûte plus cher. D'accord? Si vous prenez d'autres logiques de Horn qui sont là, bah, ça devient polynomial. Si vous sortez des logiques de Horn, ça devient très cher. D'accord? Voilà. C'est juste un message général sur la complexité, sur le coût théorique. Voilà. 2 mots sur... je regarde juste l'heure. Je sais pas, j'ai commencé à quelle heure? Un quart d'heure encore. D'accord, ok. Je vais passer rapidement cette partie pour pouvoir parler un petit peu de neurosymbolique à la fin. Donc, pour résoudre maintenant le problème, en gros, il y a 2 grandes techniques, la réécriture, la complétion, et ensuite on peut faire le mélange entre les deux. D'accord?
L'intuition, c'est quoi? La réécriture, en fait, je ne vais pas toucher à ma base de données. Je vais juste prendre ma requête, je vais la réécrire en une nouvelle requête, et j'évalue ma nouvelle requête sur la base de données, ça me donne les réponses complètes, les réponses certaines. D'accord? Je vais l'illustrer sur un exemple. Voilà, par exemple, je pars de ma base de données qui est là, donc je ne la touche pas. Par contre, je vais prendre ma requête Q1 qui est hasMother, je vais utiliser une technique de réécriture, je vais la réécrire dans la requête rose. La requête rose, elle me dit quoi? Je cherche tous les x tels que hasMother xy ou personne y ou hasMother zx. D'accord? Donc ça me donne une autre requête qui est là. Maintenant, j'évalue cette requête sur ma base de données et je vais trouver mes réponses certaines. D'accord? Donc ce que je touche, ce que je modifie, c'est ma requête. J'injecte ma connaissance dans la requête. Au lieu d'exécuter la requête bleue, j'exécute la requête rose. Et la requête rose est une réécriture de la requête bleue, en utilisant ma base de connaissances. D'accord? Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est que cette réécriture-là, en fait, parce que c'est celle-là que je vais exécuter. Et donc, le coût d'évaluation de cette requête va être important. D'accord? C'est pour ça que je veux rester dans le même type de langage que ma requête de départ. Il faut que ma requête qui est là soit à peu près la même requête que le même langage, en fait. On a parlé tout à l'heure des requêtes conjonctives. En fait, ce que je vais utiliser, c'est les requêtes conjonctives avec l'union, UCQ. Et j'ai le même niveau de complexité. En fait, je reste dans la classe de complexité AC0. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive, pour des Light, à pouvoir réécrire ma requête, l'évaluer de manière efficace. D'accord? Voilà. Par contre, j'ai quand même un problème. En fait, quand on fait de la recherche, on ne s'intéresse qu'à des problèmes. Une fois qu'un problème est résolu, ça ne nous intéresse pas. En fait, cette technique-là, elle pose des problèmes. D'abord, par rapport à la taille de la réécriture. La taille de la requête que j'obtiens. En fait, ici, j'ai donné un exemple qui est bien, parce que ma réécriture, elle est de taille 3. D'accord? Mais on peut montrer très facilement, si vous prenez cette requête qui est là, avec la base de l'ontologie qui est là, ben, si vous faites de la réécriture, vous allez avoir une réécriture qui est de taille exponentielle. D'accord? Et ça, c'est un problème aujourd'hui qu'on ne sait pas encore résoudre. C'est-à-dire que quand on fait de la réécriture, on génère des requêtes qui sont de taille importante, et ces requêtes-là ont une structure particulière qui fait qu'on ne peut pas les évaluer efficacement avec les systèmes de gestion de base de données qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et donc là, il y a encore de la recherche qui est développée pour essayer d'améliorer les requêtes, ce qu'on appelle les inflow reacting, quand des requêtes restent des disjonctions de requêtes conjonctives. La deuxième question qui se pose, c'est quand est-ce que la réécriture existe, enfin une réécriture existe, une réécriture en restant dans le même langage. Là, pareil, je prends un exemple simple, et ma requête, elle me dit, je cherche tous les x tels que j'ai A de x, et ma connaissance, elle me dit, s'il existe SA, c'est une sous-classe de A. D'accord? Donc là, je fais une première réécriture, ben, c'est la requête elle-même, hein, je cherche x tel que j'ai A de x, mais si x est un A de x, ça veut dire que j'ai un y tel que j'ai x et y, y1, et si j'ai un x, y1, donc j'ai un A de y1. Donc y1 aussi est une réponse. D'accord? Et ainsi de suite, je peux continuer à déplier. Et là, en fait, on peut montrer que là, j'ai une disjonction d'une infinité de requêtes conjonctives. D'accord? J'ai une infinité. Et donc, je ne peux pas écrire la requête qui est donnée ici, dans ce contexte, je ne peux pas l'écrire comme étant une disjonction de requêtes conjonctives. D'accord? Ça, je peux le prouver assez facilement parce que ça correspond en fait à une fermeture transitive. D'accord? Ça calcule la fermeture transitive. Et la fermeture transitive, on ne peut pas l'exprimer en logique de premier ordre. Et donc, c'est impossible de trouver une réécriture comme étant une disjonction de requêtes conjonctives. D'accord? Je peux m'en sortir en utilisant Datalog. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Datalog au cours ou pas. C'est la version de SQL, mais avec de la récursivité. D'accord? Je fais des requêtes récursives. D'accord? Donc je peux le faire, donc je peux l'écrire. Par contre, je monte en niveau de complexité. J'étais dans AC0, je vais vers un niveau de complexité qui est p-type, polynomial. D'accord? Donc ça, c'est le problème des approches par réécriture. Sinon, je peux aussi, puisque je ne peux pas réécrire tout le temps, je peux essayer de compléter ma requête, ma base de données. En fait, la deuxième approche, c'est que je prends ma base de données, je prends la base de connaissances, je complète la base de données, je rajoute tout ce que je connais, et ensuite j'exécute ma requête sur la base de données. D'accord? C'est l'approche par complétion. Le problème qui se pose, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que je peux avoir une infinité de modèles,
et que je peux avoir, même si c'est un seul modèle, le modèle peut être infini. D'accord? Là, je vais sauter un petit peu cette partie. Le message principal, c'est que si on reste dans les logiques de Horn, les logiques de description de Horn, en fait, je peux travailler sur le modèle canonique. Je peux identifier un seul modèle, et à partir duquel je peux calculer toutes les réponses certaines. D'accord? Voilà, je vais sauter ça. Donc, quelles sont les limites ou la conclusion provisoire de toute cette partie-là, en fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, on a des techniques pour pouvoir calculer des données en présence de connaissances. Par contre, il y a des problèmes qui restent encore ouverts. C'est le problème de passage à l'échelle. D'accord? Pour le faire sur des grandes bases de données et sur des grandes bases de connaissances. L'approche par complétion de données, elle n'est pas toujours possible parce que parfois vous n'avez pas accès aux données. Enfin, les données ne vous appartiennent pas, donc vous pouvez interroger la base, mais vous ne pouvez pas la modifier. D'accord? Pour des questions de confidentialité des données. Il y a le coût de construire des ontologies. Tout ça est basé sur l'hypothèse qu'on a des ontologies. Bon, l'ontologie médicale, c'est 360 000 concepts. C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'échelle du big data aujourd'hui. D'accord? Et puis l'échelle de connaissances qu'on sait traiter au niveau des machines. Donc, la construction des ontologies a un coût. Et puis, on a toujours le problème de complétude. C'est-à-dire les ontologies ne seront jamais complètes. Il y aura toujours de la connaissance qui manque. D'accord? Et comment je fais quand il y a de la connaissance qui manque? Comment je peux quand même utiliser ma connaissance quand elle n'est pas précise, quand elle n'est pas complète? D'accord? Donc ça, c'est des questions qui sont posées aujourd'hui. Et parmi les directions de recherche qui émergent pour résoudre ces problèmes-là, c'est de combiner justement ça avec du machine learning. D'accord? Donc, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est des approches de raisonnement, c'est de l'intelligence artificielle symbolique. D'accord? Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'autre branche de l'intelligence artificielle qui est plus numérique, neuronale, pour essayer de construire automatiquement des ontologies, par exemple, pour traiter le problème que les ontologies ne sont pas complètes, etc. Je vais donner juste deux exemples par rapport à comment on peut combiner ces choses-là. D'accord? C'est l'intégration, en fait, la direction de recherche qui vient de l'intégration de l'apprentissage automatique, et notamment tout ce qui tourne autour du deep learning, avec du raisonnement symbolique. D'accord? Voilà. L'idée, elle n'est pas complètement folle, parce qu'en fait, en termes de tâches cognitives, en fait, si on regarde comment le cerveau fonctionne, le cerveau humain fonctionne, ça, c'est les travaux de Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel, d'accord? Et qui a écrit un livre qui est très intéressant, qui est très cité aujourd'hui, qui décrit un petit peu les tâches cognitives. Il dit, en gros, dans le cerveau humain, il y a deux systèmes de fonctionnement, d'accord? On a le système qui est le thinking fast, d'accord? C'est-à-dire on réfléchit très vite, par analogie avec des données, des patterns qu'on a déjà vus, et c'est essentiellement un raisonnement statistique. D'accord? Là, ça nous fait penser directement à du machine learning. C'est-à-dire c'est la partie du cerveau qui fait du machine learning. Il y a aussi ce qu'on appelle le thinking slow. En fait, le système 2, lui, c'est un système dans notre cerveau qui va avoir une approche beaucoup plus méthodique, qui va réfléchir plus lentement, qui va faire des raisonnements complexes pour essayer de résoudre des problèmes complexes. D'accord? Donc là, ça se rapproche plus à ce qu'on fait dans des approches de logique symbolique. D'accord? Et l'idée, c'est comment on peut combiner les deux. Donc, deux exemples de combinaison les deux. En fait, combiner les deux, ça veut dire quoi? C'est utiliser du machine learning pour améliorer la logique, le raisonnement logique, ou bien utiliser la logique pour améliorer le machine learning. D'accord? Je vais donner des exemples rapides de chaque cas. Pour le premier cas, je vais donner un exemple de learning. Comment je peux apprendre, je peux construire mon ontologie en utilisant du machine learning. D'accord? En utilisant de l'apprentissage automatique. Pas forcément du deep learning, de l'apprentissage automatique. Je vais m'intéresser à des questions plus fondamentales. Est-ce que c'est faisable ou pas? D'accord? Et le deuxième exemple, c'est les approches neurosymboliques. Comment je peux utiliser la logique pour améliorer le machine learning. D'accord? Bon, sur le premier exemple, si je reste dans mes logiques de description, en fait, mon problème, c'est que je veux construire ma base de connaissances, ma T-box, mes concepts. Je vais les construire automatiquement, mais en partant d'un ensemble d'exemples positifs et d'exemples négatifs. J'ai des exemples positifs, des exemples négatifs, et à partir de là, je veux les généraliser pour créer des nouveaux concepts. D'accord? Je vous donne un exemple. Là, je pars d'une T-box qui est vide. J'ai ma base de données, les données
que A1 est un auteur de C1, A2 est un auteur de C2, A3 est un auteur de C3, C1 a été publié dans COSI, c'est le papier de Hamid dans COSI, C2 il a été publié à CARI, et C3 il a été publié dans JACM. D'accord? Donc ça c'est les données. Dans ces données-là, je vais couper en deux sous-ensembles. Le sous-ensemble A1, A2 qui est le sous-ensemble positif, et le sous-ensemble A3 qui est le sous-ensemble négatif. Donc à partir des données positives et négatives, je vais construire ma T-box, ma base de connaissances. D'accord? Je vous donne juste un exemple de travaux, il y a plein de choses qui se font là-dessus. Donc si je veux formaliser ce problème-là, donc je considère que j'ai deux logiques, ça peut être le même. Le LT, c'est le langage qui va me permettre de décrire la base de connaissances, et le LS, c'est le langage d'apprentissage, qui va me permettre de décrire le nouveau concept. D'accord? J'ai des exemples positifs et négatifs, et je m'intéresse à la question. Je dis que le problème, en fait, le problème qui est là, le problème KPN, base de connaissances, exemple positif, exemple négatif, ce problème-là, il a une solution. S'il existe un concept C, tel que ma base de connaissances satisfait C de A, c'est-à-dire A est une pour tous les individus qui sont dans P, en fait, je peux déduire de K que A est une instance de C. Et je ne peux pas le déduire pour tous les individus négatifs. Je vais trouver un concept tel que tous les... Par exemple ici, je vais trouver un concept tel que A1 et A2 sont des instances de ce concept, et A3 n'est pas une instance de ce concept. Donc, et je vais trouver cette classe. Je vais trouver la description de cette classe. D'accord? Je ne vais pas vous donner d'algorithme, mais je vais juste m'intéresser à un problème plus fondamental. En fait, c'est le problème de séparabilité. Quand est-ce qu'une solution existe? D'accord? Bien sûr, ça va dépendre beaucoup de c'est quoi ces langages-là. C'est-à-dire qu'on revient toujours au niveau du problème de l'expressivité des langages et puis ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire en fonction de l'expressivité. D'accord? Donc voilà, le problème de décision, c'est un problème de séparabilité. Est-ce que KPN a une solution ou pas? Donc, si je prends l'exemple de tout à l'heure, là je peux remarquer qu'il y a une solution. En fait. D'accord? Si vous prenez la description, le concept, la classe qui dit il existe un auteur qui est soit COSI, soit CARI, tous les individus, là A1 et A2 seront instances de cette classe, et A3 ne sera pas instance. D'accord? Et donc là j'ai appris un nouveau concept à partir des exemples positifs et des exemples négatifs. D'accord? Par contre, ce concept est décrit dans la logique ALC. Si vous prenez la logique ALC, donc avec la négation. La négation donne la disjonction. D'accord? Par contre, si vous prenez une autre logique, par exemple le EL ou LI, je sais qu'il n'y a pas de solution, voilà, c'est la ligne qui est là, il n'y a pas de solution au même problème si vous prenez une autre logique. D'accord? Ça dépend de votre langage de description de classe que vous voulez apprendre. D'accord? Ici, par exemple, c'est un autre exemple. D'accord? Où je peux voir que par rapport aux données qui sont là, donc A est positif, B est négatif, ce concept-là, en fait, c'est tous les individus qui ont plus de 2 auteurs, tous les papiers qui ont plus de 2 auteurs. Là, A est une classe, est une instance de cette classe, et B n'est pas une instance de cette classe. Si je prends maintenant le langage ALCQ, puisque j'ai besoin d'exprimer la cardinalité. D'accord? Les contraintes de cardinalité. Donc ça va dépendre beaucoup du langage. Ça, c'est des résultats de complexité en fonction du langage que je vais utiliser. Je vais donner juste un résultat, l'intuition de comment on résout ce problème-là pour le cas du langage ALC, parce que ça va faire le lien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. En fait, il y a un théorème très intéressant qui est annoncé ici, qui dit que le problème KPB, il a une solution, si seulement si il existe un homomorphisme, qui va plonger... si seulement si il n'existe pas d'homomorphisme qui plonge la partie positive vers la partie négative. D'accord? À partir de là, en fait, à partir du moment où on parle d'homomorphisme, ça nous fait penser aux requêtes. D'accord? En fait, cet algorithme va me donner... ce théorème va me donner un algorithme pour résoudre mon problème. Pour le cas du langage ALC, voilà, je peux faire une réduction du problème de est-ce que je peux apprendre ou pas à un problème d'évaluation de requêtes en présence de connaissances. D'accord? Comment j'ai calculé mes réponses tout à l'heure? Si je reprends le problème qui est là, d'accord? Je cherche un concept tel que A1 et A2 sont instances de ce concept et A3 n'est pas instance de ce concept. En fait, je vais juste construire
les requêtes suivantes. En fait, je vais construire les requêtes qui correspondent à chaque individu, l'individu A1 qui est positif et l'individu A2 positif. Et ensuite, je construis une requête X qui est la disjonction de ces deux requêtes. Et si cette requête-là n'a pas de solution, alors c'est possible de construire un concept qui permet enfin, je peux apprendre à la classe. D'accord? Donc je ramène le problème d'apprentissage d'une classe, à partir d'exemples positifs à d'exemples négatifs, à un problème d'évaluation de requêtes, de ontologie mediated query, ce qu'on a vu au départ. Et là, ça me permet de répondre ou non, bien sûr uniquement dans un contexte précis, dans le contexte des langages que je sais résoudre ici, des deux premiers langages, en fait, ALC et ALC. D'accord? Le dernier point, si Ali, tu me laisses 5 minutes, non? Si? Ok. Voilà. C'est juste comment faire du neurosymbolique, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout un spécialiste du machine learning, mais quand vous faites du deep learning, vous avez des couches de réseau de neurones, vous avez les entrées qui sont là, vous avez, donc à la base, vous avez les sorties qui sont là, et puis vous avez l'empilement de couches, c'est les entrées des uns sont les sorties de l'autre. D'accord? Et puis on arrive à faire de l'apprentissage automatique de cette manière. Là, ce qui nous intéresse, en fait, qu'est-ce que la logique peut faire pour améliorer le deep learning? Une des questions, une des possibilités, c'est pas la seule, c'est de dire, il y a dans certaines couches, en fait, parce que quand vous avez des réseaux de neurones, c'est une boîte noire, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, en fait, je vais remplacer, par exemple, une couche, je vais la remplacer par... J'ai de la connaissance a priori, d'accord? Ben, cette connaissance-là, je vais l'injecter, je vais avoir une couche dans laquelle je vais mettre mes règles. Donc j'ai des entrées et des sorties, mais les sorties ne sont pas produites par des réseaux de neurones, les sorties sont produites par un programme logique qui, lui, va faire un calcul logique. D'accord? Et je vais intégrer les boîtes où les sorties correspondent à des calculs logiques avec des boîtes où les sorties sont calculées par un réseau de neurones. D'accord? Donc, il y a plusieurs papiers de systèmes implémentés qui font ça aujourd'hui. Et on va juste voir comment on peut le faire. L'idée de l'intégration, c'est vraiment ça. Ce que vous avez en haut, c'est un programme logique. Mon programme logique P, il prend une entrée X, il applique ses règles de calcul et il va produire Y. Il fait du raisonnement logique, comme on l'a vu tout à l'heure, la réécriture de requêtes ou autre. Là, le deuxième niveau, c'est des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, j'ai des entrées. D'accord? Les données d'apprentissage, c'est X, Y. J'ai ici un modèle avec des paramètres θ. Je vais ensuite faire mon apprentissage. Et comment je vais faire de l'apprentissage si j'utilise la descente du gradient? Je vais essayer de voir quel est l'impact des paramètres. Je vais essayer d'ajuster les paramètres. Et je le fais en calculant ici la différenciation, en calculant les dérivés, pour à chaque fois voir quel est l'impact de chaque paramètre et corriger. Et je fais la descente de gradient ici. D'accord? Maintenant, comment ce que je cherche à faire, c'est de vraiment combiner les deux. Et donc, un élément de base d'une approche neurosymbolique, c'est que je vais avoir mes données qui sont là, X. Mes données d'apprentissage, c'est les carrés verts. D'accord? Donc, c'est X, Y. Sauf qu'ici, mon réseau de neurones, je ne peux pas lui faire de l'apprentissage, puisque la sortie R, en fait, c'est des paramètres, ils sont dans l'espace latent, c'est dans l'espace caché. Mes données d'entrée, l'apprentissage, c'est X qui est là, et le produit de mon programme logique, qui lui travaille sur la sortie du réseau de neurones. D'accord? Et comment je peux faire de l'apprentissage à ce niveau-là? Si je veux continuer à utiliser les mêmes techniques d'apprentissage, c'est-à-dire les algorithmes de la descente de gradient, en fait, parce que si P était un réseau de neurones, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le deep learning? On va faire de la rétropropagation, c'est-à-dire je vais calculer l'impact de R sur la sortie Y, et à partir de là, je vais ensuite la propager sur le... Si c'est que des réseaux de neurones, je vais pouvoir le faire de manière... en faisant en fait la rétropropagation. Sauf que mon problème P, ici, c'est un programme logique, c'est un problème logique. Et en fait, ça nous ramène à la question de comment je peux faire, comment je peux déterminer quel est le poids des paramètres d'entrée à un programme logique. En fait, et ça a conduit à la définition de ce qu'on appelle les logiques différentielles. C'est-à-dire que c'est des logiques dans lesquelles je peux calculer une dérivée. D'accord? En fait, je peux déterminer, dans mon programme logique, quel est l'impact des entrées sur les sorties. C'est ce qu'on appelle les logiques différentielles. D'accord? Je vais juste vous donner un exemple de problème joué. Par exemple, Deep Prolog, c'est une logique différentiable dans laquelle vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez combiner des réseaux de neurones avec des programmes logiques. D'accord? Un exemple joué. D'accord? Supposons qu'en entrée, j'ai des images de chiffres, 3, 5, c'est des chiffres manuscrits. Et en sortie, je n'ai pas le chiffre, j'ai la somme.
Donc j'ai 3, par exemple ici, j'ai mes données c'est 3, 5, et la sortie c'est 8. Et j'ai un ensemble d'apprentissage comme ça, et je vais apprendre l'addition. D'accord? Les spécialistes de machine learning disent qu'on peut le faire en utilisant du deep learning, par contre ça va coûter cher. D'accord? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème pour capter la définition de l'addition. D'accord? Et on aura des difficultés pour généraliser. En fait, je ne sais pas si je peux passer, ça va me coûter cher, je vais dépenser beaucoup de ressources pour résoudre ce problème-là, pour apprendre. Et une fois que j'ai appris, je peux le généraliser à rien d'autre. D'accord? Donc une manière pour le faire de manière efficace, c'est de dire on a des algorithmes aujourd'hui extrêmement efficaces qui permettent de reconnaître les chiffres. D'accord? Et ça, je vais utiliser les réseaux de neurones pour ça. D'accord? Pour reconnaître les chiffres. Mais l'addition, je peux définir la sémantique de l'addition avec des règles logiques. Et ensuite, je vais pouvoir faire de l'apprentissage. Mon réseau de neurones il va pouvoir apprendre, même si ce n'est pas lui qui produit la sortie. D'accord? Et je vais faire de la rétropropagation à partir de mon programme logique. Voilà. Ça, c'est l'idée vraiment de base. En fait, ça me permet de construire un réseau comme ça. D'accord? Avec mes réseaux de neurones ici qui vont apprendre les chiffres. Ensuite, ils vont sortir ici la probabilité, la distribution de probabilité sur les chiffres, que je vais ensuite utiliser dans mon programme logique. D'accord? Mon programme logique qui est là, donc ça c'est des techniques classiques, comment je vais évaluer mon programme logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, je vais produire un circuit. Par exemple, ici, il me dit, je prends ce nœud et je fais soit l'intersection, soit l'union, etc. D'accord? Mais en fait, ce circuit-là, il a une propriété très particulière, c'est un semi-ring, c'est un semi-anneau. Et en fait, à partir de là, je vais sauter un peu. Voilà, on a la possibilité... Voilà, on a la possibilité de calculer le gradient d'un semi-ring. D'accord? Donc c'est des travaux qui existaient déjà et qu'on peut réutiliser dans ce contexte pour pouvoir intégrer le réseau de neurones avec le programme logique et utiliser des approches gradient descendant. Voilà, j'ai condensé un petit peu la partie technique ici. J'espère que l'idée générale est passée. Et comme j'ai dû dépasser largement le temps, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Nous remercions infiniment Professeur Toumani pour cette présentation et j'espère que les étudiants et l'assistance a pu quand même voir un peu ce qui se passe en termes de collaboration de recherche et particulièrement en représentation des connaissances. Donc nous ouvrons les débats pour quelques questions. Allez-y, pour des questions. Oui, professeur, merci. Merci, professeur Toumani, pour cet exposé. Votre exposé est destiné, c'est sûr, à des gens bien qualifiés dans le domaine et spécialistes, bien orientés. Bon, moi, j'ai des questions juste un peu plus philosophiques. Peut-être que vous allez m'éclaircir les idées sombres qui montent certains moments. On parle souvent on dit que le réseau de neurones, boîte noire. Comment on a pu créer cette boîte noire? Si c'est boîte noire, comment on l'a créée? Boîte noire dans le... C'est pas une question piège, là. Peut-être que vous allez m'aider à comprendre. Comme j'ai dit au départ, je ne suis pas spécialiste de machine learning. Boîte noire, c'est dans le sens d'explicabilité, en fait. C'est-à-dire que on n'a pas la fonction, on ne peut pas sortir la fonction qui calcule les entrées à partir des sorties. Oui, voilà. Les sorties, voilà. Y égale fdx, c'est ma cache. Voilà. Bon.
Après, il y a toute la question d'explicabilité. Donc, si je reviens un peu, est-ce que pour les matheux, c'est une boîte noire? Pour les informaticiens, j'en suis sûr, c'est une boîte noire. Est-ce que pour les matheux, c'est une boîte noire? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui. Quand on ne connaît pas l'aléatoire, on dit une boîte noire. C'est ce que je crois. Dès qu'on ne connaît pas la structure de la chose, comment elle fonctionne, effet-cause, on dit qu'il s'agit de quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Oui, mais par exemple, pas bien. S'il y a du vent, il y a de la pluie. Si je n'arrive pas à trouver de la relation je dirais que tout ce qui est début, le vent et la pluie, tout ce qui est intermédiaire, c'est quelque chose d'inconnu pour moi, inexplicable. Le problème, c'est qu'on a, un nombre de paramètres extrêmement important. Et dans cette masse de paramètres, en fait, on ne sait pas. Si on connaissait la relation de causalité, bien sûr, on a l'explication. Mais quand on a un très grand nombre de milliards de paramètres, et on ne sait pas très bien quels sont les paramètres importants, qu'on sait quels sont les paramètres qui ne sont pas importants, etc. Il y a tout un ensemble de travaux là-dessus. Déjà, par exemple, rien que pour comprendre quels sont les paramètres importants. Tu vois, tous les gens qui utilisent les valeurs du chapelet, etc., pour essayer d'avoir un petit peu une... Mais je pense que c'est un vrai sujet, l'explicabilité, en fait. Et ça, c'est un des problèmes avec les approches à base de réseaux de neurones, c'est ça. C'est qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Si on augmente les possibilités, on augmente la convergence. Rapidement. Oui. C'est comme tout le temps, je dis, parce que c'est des choses qui me cassent la tête. Et je crée une chose, je dis par la suite, c'est une boîte noire. Pour le batteur, ce n'est pas une boîte noire. C'est qu'elle consomme du temps de calcul. Si j'ai beaucoup de connaissances, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, il suffit de les injecter et j'aurai une des probabilités va me dire que c'est une solution. Si j'arrive à trouver les relations d'équilibre entre l'entrée et la sortie. Les relations de causalité, elles ne sont pas aussi explicites. Exactement. Une autre question, orientez شوية بس دائما j'ai cette question في راسي وما زلت دائما مهموم بها. سامحني je parle français arabe en même temps, ما بترجم مليح للاستوديو. Parce que tout le temps je dis que je reprends ça, ce n'est qu'une équation c'est une équation, c'est A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A6 8 égale B1 y1 B2 y3 c'est une équation. Le matheux il le sait, c'est l'informaticien qui ne le sait pas. C'est l'équation. Si j'arrive à équilibrer cette équation, on remplace les AIT et les BI. Si j'arrive à trouver quels sont les meilleurs AI et les meilleurs BI, l'équation est résolue. Allez, il y a bien, mais pour faire ça sur de grandes équations, imaginez une infinité, ça devient pratiquement impossible. Donc il n'y a que la machine qui peut injecter les valeurs aléatoirement au Kimakek. Mais ça l'empêche. Il y a l'autoréglage à l'intérieur. Donc ce n'est pas le méconnu, c'est pas vrai. Il y a des réglages, il y a des fonctions que je peux ajuster, tout ça, et c'est suite, la montée intégration que je sais pas avec une accélération et la descente. D'accord? Oui, bien sûr. Et une autre question, quand on prend les décisions, généralement sont accompagnées d'une croyance d'un degré ou les haja. Je choisis cette conclusion au détriment d'une autre. Le travail, je parle de décisions et il y a beaucoup de possibilités et l'intersection de ces possibilités va me donner la réponse certaine. Est-ce que vraiment c'est vrai tout le temps? Est-ce que si j'aurais une intersection d'un ensemble d'événements très peu possibles, il peut engendrer un événement certain. Il peut engendrer un événement certain, mais pas... il peut engendrer. Et c'est convaincu, c'est des propriétés qui le disent. Il engendre un événement possible, mais pas forcément certain. En fait, dans la première partie, le cadre que j'ai défini, en fait, c'est pas stochastique, en fait, c'est un cadre qui est déterministe. Et donc on n'a pas de probabilité, on a des mondes possibles. Et la définition des réponses certaines, là on est sûr. C'est quoi le monde possible? C'est quoi le monde possible? Tu as une théorie logique. Un monde possible, c'est la théorie de possibilité. Non, c'est pas la théorie de possibilité. C'est un monde possible, pas que vous définissez par vous-même. Non, en logique, il a une définition très précise. En fait, un monde possible, c'est un modèle, dans le sens logique, c'est-à-dire une interprétation logique de ta théorie. Tu as une théorie, et elle a plusieurs interprétations possibles, ce qu'on appelle les modèles, pas dans le sens machine learning, c'est les modèles logiques, et chaque modèle est un monde possible. Mais là, tu n'as pas de probabilité. Après, on peut introduire, je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps, tu peux introduire des logiques probabilistes. En fait, c'est des axiomes, tu peux mettre des probabilités.
Après, tu peux avoir d'autres types de sémantique. Tu peux dire, je m'intéresse aux réponses les plus probables. Ce n'est pas des réponses certaines, mais c'est les réponses les plus probables. Et après, comment je calcule mes réponses les plus probables, par exemple. Voilà. Donc, mais ça, c'est d'autres cadres. Le cadre que j'ai présenté au départ, il est vraiment... tu n'as pas de probabilité, donc les réponses certaines, elles sont sûres. Pas de... Merci. Très ravi de votre présence ici, c'est le plus important. Merci. 10 questions? J'ai une observation et une question. Ma première observation, elle est destinée d'abord à nos étudiants. J'ai déduit du talk. Je viens de déduire du talk du professeur Toumani que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est à la conjonction de beaucoup de domaines mathématiques. J'ai vu la logique, j'ai vu la computational complexité, j'ai vu l'homomorphisme, c'est-à-dire l'algèbre, j'ai vu le gradient, c'est-à-dire l'analyse. Donc, je souscris complètement. Donc c'est pas un domaine facile, hein, qui nécessite beaucoup de connaissances mathématiques. C'est pourquoi nos étudiants sont encouragés à aller vers ces domaines d'abord, à accumuler d'abord les connaissances mathématiques. Enfin, il y a un diapo qui m'a intrigué. Numéro 34, 34 ou 35, je ne sais plus. Tu as le diagramme avec la complexité. Peut-être 33, je ne sais plus. Le diagramme, tu as NP, QNP, etc. Reviens. Voilà, c'est celui-là. Et NP et QNP, c'est un diagramme de veine, hein, non? Parce que NP et QNP, ils ont une intersection. Non, non. En fait, là, le graphe, c'est des langages. Le lien, c'est le sous-langage 2. Avec classe complexité. Voilà, c'est les classes complexité des langages. Ah, moi je pensais, parce qu'il y a une intersection. Non, c'est pas les classes de complexité. Ah, voilà, c'est ça qui... C'est juste pour prendre ACL et ACL. C'est ça qui m'a intrigué. Voilà. Merci. Aussi merci pour le talk, car on a appris beaucoup de choses. Merci, Farah. 10 questions? Merci, Merci, professeur, pour cette présentation, très riche et très bénéfique. Moi, ma question, c'est par rapport à la gestion de l'appartenance partielle et l'appartenance temporelle. C'est-à-dire si un concept est, ou bien lorsque vous avez parlé des ontologies, donc vous avez directement parlé de l'appartenance complète. Et comment on peut gérer, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une appartenance partielle ou bien temporaire, c'est-à-dire dans un intervalle de temps? Oui, en fait, il y a des... c'est pas la logique temporelle, c'est comment prendre en compte en fait, le temps dans la logique. Après, il y a plusieurs dimensions. Alors, ça peut être sur des séries temporelles, ça peut être des relations comme ça, mais c'est sur d'autres types de logiques. Soit des extensions avec le temps, ici. Oui, parce que je m'intéresse beaucoup aux données temporelles, c'est-à-dire time series, data. Et je suis en train de penser comment on peut résoudre des problèmes Il y a tout un pan de travaux sur l'extension des logiques de description avec un aspect temporel. Je ne suis pas expert dans ce domaine-là, je peux te donner des références, une thèse et puis quelques papiers que je peux te donner. Voilà. Mais ça permet justement de capturer les aspects temporels qui ne sont pas du tout abordés ici. C'est une dimension importante.
C'est un problème de recherche qui est très actuel, parce que ce pas des choses qui ont été traitées beaucoup dans le passé. Question? Sinon, je permets une question. D'après votre expertise, votre expérience, quel est le meilleur compromis entre les requêtes conjonctives et les requêtes non conjonctives, tout en sachant que les requêtes conjonctives sont de bas niveau, elles ont une expressivité très faible. Par contre, les requêtes non conjonctives, donc first order logic, are plus expressives. Quel est le meilleur compromis d'après vous? Je pense que ça dépend toujours de l'application. C'est-à-dire que les requêtes conjonctives ne sont pas complètement de faible expressivité, parce que dans les vraies applications du monde réel, si tu prends les bases de données, c'est un domaine quand même qui est très appliqué. Mais avec un seul opérateur? Non, dans la jointure, tu as la projection, la sélection et la jointure. Okay. Il y a une très grande partie des requêtes SQL pratiques, en fait, tu utilises que ces trois opérateurs. Justement, l'intérêt des requêtes conjonctives, c'est que c'est un bon compromis entre l'intérêt pratique, comment on les utilise réellement dans les entreprises, et leur coût de calcul. Après, ça dépend des applications. Par exemple, quand on prend des logiques, de premier ordre, on va tomber sur l'indécidabilité. Mais par exemple, le containment de requêtes, l'inclusion de requêtes, c'est un problème qui est indécidable. Et pourtant, les SGBD, pour ceux qui connaissent un petit peu les SGBD, quand vous faites de l'optimisation de requêtes, quand vous cherchez des requêtes dans un cache, en fait, on fait du containment de requêtes. Et on arrive à vivre avec un problème qui est indécidable parce qu'on a un algorithme qui est incomplet. Et comme on ne fait que de l'optimisation, c'est-à-dire si je rate des optimisations, c'est pas grave, parce que j'ai ma requête. Je ne trouve pas l'optimal, la réécriture, le plan de requête optimal, mais j'essaie d'améliorer le plan que j'ai. Donc là, c'est quelque chose qui est indécidable, mais qui est implémenté en pratique avec un algorithme qui est incomplet, qui ne cherche pas la solution optimale. Donc ça dépend vraiment de l'application. Des questions? Oui. Bonsoir monsieur, je suis Bouzadnan, de 3e année, ingénieur spécialité intelligence artificielle, OGEM bien sûr. J'ai une petite question de, est-ce qu'il faut utiliser base de données graph pour faire ça, pour le deep learning? Non, ce n'est pas obligatoire, on peut le faire, on peut le faire sur n'importe quel type de données. Ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir faire du deep learning sur des données structurées, qu'on ne fait pas très bien aujourd'hui. Donc on peut le faire sur des graphes, sur des pas graphes, etc. Par contre, en termes de recherche aujourd'hui, il y a un intérêt particulier pour les graphes, parce qu'ils sont très utilisés. C'est une structure qui est très populaire, avec le développement des réseaux sociaux, etc. Et ça pose des questions de recherche extrêmement intéressantes. Donc tout ce qui tourne autour des knowledge graphs, en les combinant avec du machine learning, le graph embedding, par exemple, knowledge graph embedding, c'est des choses qui sont très actuelles aujourd'hui, avec des problématiques spécifiques. Vous voyez par exemple quand on fait du... rien que l'idée, quand on fait tourner un algorithme de machine learning, vous avez des époques, en fait, vous prenez des sous-ensembles, vous traitez votre algorithme sur un sous-ensemble et après vous retraitez, parce que vous ne traitez pas sur toutes vos données d'entrée. Si vos données sont un graphe, en fait, on ne sait pas comment choisir le sous-ensemble. Parce que quand vous choisissez un sous-ensemble, vous risquez de perdre la structure du graphe. C'est une image, on sait très bien le faire. Je pense que vous avez des spécialistes ici qui savent très bien le faire, comment copier les données en petits morceaux, faire tourner l'algorithme d'apprentissage, et puis itérer, etc. Et rien que ce truc qui est très simple, définir les époques pour trouver les ensembles, ça c'est une vraie question de recherche, comment je découpe mes graphes en gardant le plus possible la connexité qu'il y a pour ne pas perdre la structure. Parce que si vous choisissez au hasard, vous allez vous perdez la structure et donc vous perdez au niveau de l'apprentissage. Donc il y a des problèmes, un ensemble de problèmes comme ça qui sont spécifiques au fait que les données sont des graphes. Donc c'est mieux d'utiliser une base de données graph. C'est mieux. Du point de vue applicatif, ça dépend. De ce que, du point de vue recherche, si vous voulez vous intéresser par exemple comment je peux faire ce genre de choses sur du graphe, c'est des questions de recherche extrêmement intéressantes. Mais est-ce que c'est obligatoire de développer un algorithme de par cœur de graph ou non?
Non, enfin ça dépend du problème. Pas forcément. Ah, ok. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Merci, monsieur. Donc j'ai une question concernant l'approche neurosymbolique. Est-ce que c'est facile de traduire les données sortantes d'un modèle de neurones vers comme des entrées pour le modèle de logique symbolique? Théoriquement, ça ne pose pas forcément de problème très compliqué. Enfin, les gens qui ont développé les outils là, que j'ai présentés, ils ont décrit une méthode pour, du point de vue pratique, en fait, du point de vue logique, comment on peut connecter les deux. Ça ne pose pas forcément des questions très... la connaissance théorique, enfin, fondamentale, en fait. Ça ne pose pas un problème de complexité de calcul, par exemple? C'est-à-dire, c'est le réseau de neurones qui va calculer les sorties en fonction des entrées. Après, pour connecter, à ma connaissance, c'est pas forcément de question majeure là-dessus. À ma connaissance. Voilà, merci pour votre présence. Merci Valor. Et nous disons, j'espère qu'on se reverra dans une autre occasion. On a des gens qui travaillent sur des sujets comme ça, ils ont des sujets de stage, et, parfois des thèses aussi, donc si ça vous intéresse, Merci.